Merci et bienvenue. On m'entend? Ouais. Donc pour ceux qui se poseraient la question, non, il n'y a aucun lien. Donc une autre manière de tester vos microservices. Donc je vais mettre un peu de contexte. Donc je travaille chez OVH Cloud dans l'équipe des noms de domaine. Donc qui a un nom de domaine chez OVH ici? Ah, voilà, ça fait plaisir. Voilà, donc pour résumer, l'équipe domaine, donc on gère 5 millions de noms de domaine, on est sur une infra-cube, on a 70% de notre code base qui est en Go et 30% qui est en Perl, et on fait communiquer nos petits microservices via une API Gateway HTTP. Donc notre but chez nous, c'est de mettre du microservice partout. Voilà. Partout, puis on parle micro, mais on est à 36 services, ça va, on n'est pas la Stardust. Voilà, donc le problème, c'est que quand on fait une architecture microservice, on lève des loups. On a quelques petites problématiques, notamment de dépendance entre ces microservices-là. C'est-à-dire que pour réussir à faire marcher une application, en fait, on a besoin d'autres applications. Donc c'est un peu compliqué. Et potentiellement, chaque microservice peut avoir sa propre base de données. Et du coup, réussir à faire marcher ces services-là, c'est pas facile à démarrer. Et c'est pas facile à tester en intégration. Et l'intégration, c'est le bien. Parce que sinon, ça peut mal tourner. Voilà. OK. Mais comment on les teste, du coup, nos microservices? Comment on peut tester des microservices, déjà? Donc, la plus connue, la méthode de test la plus répandue, que tout le monde connaît, tout le monde qui fait de la programmation sait, c'est le test boîte blanche. Donc ça, c'est test unitaire, ça peut être même test d'intégration, il n'y a pas de limite, mais voilà, c'est du test où vous faites du code à côté de votre code. Vous connaissez le code source. Voilà, ça vous permet de tester des petits morceaux de code, des petites fonctions. C'est souvent dans le même langage que le code que vous écrivez. Donc voilà. Et à côté de ça, il y a le test boîte noire, alors qui a déjà dû déployer un framework, non, un progiciel pour une SS2I ou une ESN. Personne? Moi j'ai dû, voilà. Et du coup on avait une grosse boîte noire et on a fait des tests voilà, boîte noire dessus. Donc à quoi ça se résume le test boîte noire? On ne sait pas comment ça marche. On a probablement de la doc. Par contre, toutes les choses sur lesquelles on peut s'appuyer, c'est les inputs. Donc les inputs, c'est éventuellement les calls HTTP, les méthodes de SDK exposées, etc. Et les outputs, les logs, la base de données, puis c'est à peu près tout pour les outputs, ou les retours d'API si c'est des calls HTTP. Voilà. Donc c'est pas, ça peut paraître limité comme ça, mais ça a au moins l'avantage d'être agnostique, parce que vu qu'on n'a pas accès au code, les tests généralement en boîte noire, ils sont écrits dans le langage qu'on veut. Ils ne sont pas reliés au code directement. Voilà. Et moi, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est qu'on parle un peu de test boîte grise. Et je vous montrerai pourquoi c'est pratique de faire du test boîte grise quand on fait des microservices. Donc le principe du Greybox, c'est qu'en fait, on est dans un monde comme si on était dans la boîte noire, sauf que le code, on le connaît. Donc en fait, on va se baser sur les inputs et les outputs, mais par contre, on va vouloir tester certaines parties de notre code. Vu que le code, on l'a, on sait que si on met tel input, normalement, avec tel retour de tel autre microservice, normalement, on va arriver à cet endroit-là du code. Voilà. Ça nous permet de vérifier qu'on est bien, passé par l'endroit auquel on s'attendait. Et ça peut être agnostique ou pas du langage. En fait, on fait ce qu'on veut. Parce que si on est dans un mode un peu gris, mais on se base plus sur du white box, et du coup, on peut utiliser du Junit, par exemple, si on fait du Java, du GoUnit, du GoTest, si on fait du Go. Ou alors, on peut se mettre en mode boîte noire et piloter ça avec des frameworks externes. Comme si c'était vraiment de la boîte noire, mais en voulant le faire passer là où on veut. Voilà. Donc, on a chez nous, on a deux manières en fait de tester. On a une manière isolée, c'est-à-dire qu'on a notre microservice qui
qui est réservé à un domaine métier spécifique, et on veut le tester en isolation. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on a besoin de quelques petits trucs quand même, parce que notre microservice, on a vu, il y a une gateway HTTP. Donc, quand on appelle le service 1, il va vouloir appeler le service 2, le service 3, appeler sa base de données, et puis nous répondre quelque chose. Donc, en fait, on va avoir besoin de deux éléments. Donc, le test runner, quelque chose qui va lancer notre test, et qui va être capable de setup l'environnement autour. Et ce qu'on a rajouté, nous, enfin ce qu'on utilise, du coup, c'est un serveur de mock. Vu que j'ai dit qu'on avait une API de gateway, en fait, tous nos microservices, ils communiquent par HTTP. Donc l'objectif de la stratégie, là, c'est de dire, en fait, mon service, je le up, et dès qu'il va vouloir call quelqu'un d'autre, ben, je vais le rediriger vers un serveur de mock HTTP. Et ce serveur de mock, il doit être pilotable, et je vais le piloter avec mon test runner. Donc mon test runner, lui, il est en charge de initialiser la base de données, setter les mocks et lancer les tests. Et éventuellement faire ça plusieurs fois. Donc ça, c'est une première manière de tester. Ça permet de tester vraiment en isolation un microservice. Et il y a une autre manière aussi de test qu'on fait, c'est quand on veut tester tout un périmètre. Par exemple, nous, on veut tester toute la commande des noms de domaine. Donc le fait que quand vous commandez sur le site, derrière, ça arrive bien chez nous et qu'on dise oui, le domaine est dispo et l'order il est pris en compte. Et ben du coup, ça, on adopte à peu près la même stratégie, sauf qu'en fait, notre serveur de mock, il va rediriger les calls. Donc ça veut dire qu'on peut finement dire, quand j'appelle le service 1 et qu'il a besoin du service 2 sur telle route, en fait, il appelle vraiment le service 2, et lui, il va vouloir appeler, je sais pas, le service 4, et là, on va moquer ce call-là. C'est vraiment de pouvoir délimiter un périmètre défini en disant, là, c'est les vrais services et là, c'est les mocks. Là, c'est l'extérieur. Ça va nous permettre de popper tous nos services ensemble et de lancer des tests dessus pour vérifier que l'intégration marche correctement. Voilà. Et ça, c'est dans l'idée, c'est bien, mais on fait ça avec quoi? En fait, un peu ce que vous voulez. C'est-à-dire que moi, je suis là pour vous présenter. Je vais vous présenter des outils, ne vous inquiétez pas. Mais je suis là pour vous présenter une méthode. C'est vraiment quelque chose que vous pouvez répliquer n'importe où quand vous faites du microservice. Et pour l'avoir vécu, c'est quand même très, très compliqué des fois. Donc nous, ce qu'on utilise au quotidien, c'est du Compose, en fait. Donc on va monter notre serveur de mock, notre base de données et notre service dans un écosystème Docker. Donc comme ça, on les monte, on les branche ensemble. Mais ça peut être avec du Cube, vous pouvez faire avec du K3D, avec tout ce que vous voulez, en fait, avec du Shell. Moi, je l'ai fait avec des services Perl, donc je l'ai fait en Perl. Ça marche aussi. Voilà. Et notre runner, donc le fameux test runner qui va avoir pour responsabilité de monter votre dépendance, monter le serveur de mock, setter les mocks, etc. On utilise un outil interne qui est open source, qui s'appelle Venom. L'intérêt de Venom, c'est que Venom, il gère tout. Mais vraiment tout. Quand je dis tout, on peut faire du HTTP, on peut faire du gRPC, on peut faire l'exécution de scripts, on peut manipuler des bases de données, c'est-à-dire charger des schémas, enlever des schémas, mettre des fixtures, etc. On peut faire des assertions, on peut faire du Kafka, on peut faire de la MQP. Voilà, il y a une liste longue comme mon bras de choses qu'on peut faire pour justement pouvoir manipuler ces fameux outputs dont je parlais tout à l'heure. Le but, c'est vraiment de tester sur les outputs, en fait. Voilà, donc ça a cette tête-là. Je ne sais pas si c'est très lisible, mais de toute façon, je vais faire une démo. Donc vous verrez tout à l'heure. Voilà, et notre petit serveur de mock. Donc ça, c'est Bibi qui l'a construit. C'est pas moi, le titre, c'est pas mon pseudo GitHub, mais c'est avec un collègue à moi. On a construit ça. À la base, on utilisait mock server, qui était en Java. Mais il nous posait quelques problèmes, notamment la configuration par défaut de mock server, c'est quand je trouve pas le call, je timeout. Quand on veut faire du test automatisé sur une CI, c'est un peu compliqué. Donc voilà, on s'est dit, est-ce que c'est dur à faire? Eh ben, pas tant que ça. Donc on l'a refait. Et qu'est-ce qu'il peut faire ce mocker? Du coup, on peut moquer des calls HTTP.
voilà, sinon ça ne servirait pas à grand-chose. On peut proxifier, on peut faire des assertions sur les mocks, on peut prioriser, on peut dire ce mock-là doit être appelé X fois, etc. En gros, tout ce que vous pouvez faire à peu près avec Mockito, non, je n'irai pas jusque-là quand même, mais voilà, c'est un peu l'idée, quoi. En disant, est-ce que tous mes mocks ont été exécutés, etc. Oui. Et on a une petite IHM. Donc ça se présente comme ça. Et le but, en fait, c'est que les mocks, je ne sais pas si tout le monde voit, mais le but, c'est que les mocks soient le plus petit possible. C'est-à-dire souvent, on nous demande, oui, pourquoi vous n'avez pas fait de l'Open API, etc. Open API, c'est vraiment, vraiment verbeux, quoi. Donc c'est gros. Donc définir des mocks en Open API, enfin voilà, on en a pour des mégaoctets de données. Là, nous, ce qu'on veut, c'est là, en 4 lignes, là, j'ai fait un proxy. Quand on me fait une requête avec le header xServiceName égale réservation, bah, du coup, je proxifie la requête vers ce endpoint-là. Donc c'est vraiment tout petit. Et on voulait du déclaratif parce que j'aime bien le déclaratif. Et j'aime bien pouvoir lire en fait et comprendre ce que font les choses. Voilà. Donc là, c'est la partie où on va se marrer. Donc une petite démo. Donc je vais juste expliquer un peu le principe de la démo parce que c'est pas très compliqué. Hein. C'est un petit système de réservation d'hôtel. Voilà. Mais faut se dire domaine, c'est ça, mais en fois 10 du coup, parce qu'on a 30 microservices. Voilà, où chaque petit service métier a sa petite base de données et du coup ils dépendent un peu des uns des autres. Donc là, on va faire des tests au niveau de la brique réservation, qui va dépendre du coup d'un microservice qui gère les hôtels et d'un microservice qui gère les utilisateurs. Donc je coupe ça comme ça. Est-ce que vous voyez? Oh, c'est bien, c'est beau. Voilà, donc on va faire un petit tour. Est-ce qu'il y a des gens qui font du Go dans la salle? Ah, bah les autres, vous n'allez pas comprendre grand-chose. Non, je rigole. Non, vous allez voir des trucs un petit peu archaïques, genre des makefiles, voilà. Oh, du YAML, vous devez avoir l'habitude. Non, ça. Voilà. Je vais faire un petit tour du repo quand même. Donc c'est du N tiers. Je suis désolé, je ne fais pas d'hexagonal, je ne fais pas d'oignon. Donc on a un petit serveur qui est assez propre, c'est handlers, ils sont là. Il est vraiment minimaliste le truc. Donc on a un handler pour récupérer des réservations, un handler pour récupérer une réservation spécifique, un pour créer. Petit CRUD classique, j'ai pas fait la suppression. C'est pas le but. Voilà, on a une petite couche service qui va bien, qui a du coup ce code métier là, qui est l'unique code métier du service. Hein, c'est-à-dire que si j'essaye de prendre une réservation qui dépasse la capacité de room disponible de l'hôtel, je me fais dégager. C'est pas très compliqué, mais bon, c'est là. Et une petite partie base de données, parce que, mine de rien, la réservation, il va falloir que je la stocke en base de données. Les hôtels, etc., je peux les moquer. Mais la réservation, je peux pas. Enfin, je peux pas. Je veux pas, parce que c'est pas le but. Encore une fois. Donc j'ai quand même fait les choses bien. Donc chaque petite couche a sa petite interface qui va bien. Et a CTU. Donc voilà, avec des mocks, etc., qui vont bien. Donc ça me permet de vous montrer un peu ce que je veux dire par on pilote par le test, etc. Et quel est l'avantage en fait de faire cette méthode-là. Voilà, et j'ai un petit makefile. Alors pour ceux qui font du Java, c'est le Gradle archaïque. Mais j'aime beaucoup. Voilà, j'aime beaucoup. Donc voilà, il n'y a rien de magique. Je vais pas forcément tout vous montrer, toutes les étapes qui sont faites, mais en gros, là, il y a du live reload, là, on fait du test, là, on lance les tests d'intégration. Voilà, là, on génère tout d'un coup, comme sur la CI, etc., etc. Mais en gros, c'est vraiment une manière d'écrire des étapes assez simples. Et vous allez souvent me voir taper ça dans le terminal. On commence. Donc, déjà, petite chose. Donc, si on fait un make test ici, tac, parce que j'ai montré que j'avais quand même des TU.
Donc on peut voir que, j'ai 29% de coverage. C'est pas terrible. Voilà. Pourtant, mon service, il est quand même plutôt bien testé. Ou pas, hein, mais voilà. Au moins, il y a des tests qui existent. Et en fait, j'aimerais bien voir, on va voir un peu ce qu'il y a concrètement derrière. Donc ça, c'est une petite feature de Go. C'est quand on fait un Go test, on peut sortir le coverage du code directement. Donc voilà. Voyons nos petits tests moqués. Qu'est-ce qu'ils testent en fait, nos tests moqués? Donc on peut les lire déjà, parce que je ne vais pas vous mentir. Voilà, on va bien regarder. Donc qu'est-ce qu'il fait? On teste la création de réservation. C'est le petit morceau de métier que je vous ai dit tout à l'heure. C'est vraiment la seule contrainte que j'ai implémentée dans le service. Donc, on a besoin des hôtels. Parce qu'en fait, quand on fait une réservation, c'est pour une personne sur un hôtel. Donc, je vais avoir besoin de les hôtels. Et quand je veux récupérer l'hôtel par le nom, je renvoie cet hôtel-là. Je vais avoir besoin d'un utilisateur. Donc, c'est pareil. Quand je demande un utilisateur, l'utilisateur user1, je renvoie cet utilisateur-là. Et après, faut que je moque la DB, parce que je suis en TU. Voilà. Et du coup, quand on m'appelle select machin, je renvoie pas de réservation. Et quand j'essaye de faire une insertion, et du coup, je renvoie qu'elle a bien été créée. Voilà. Et du coup, j'appelle mon service de créer de réservation, ce qui me permet du coup de vérifier que j'ai la création, normalement, s'est bien passée. Donc si on regarde concrètement, voilà, je n'ai pas fait, mais si on regarde concrètement ce qu'on a testé là, en faisant ça, j'ai testé, alors non, c'est encore pire que ça, je suis où? Sur les réservations. Donc le service, donc ça c'est vraiment mon code métier, mon service, je l'ai testé, je l'ai couvert à 48%. Donc on voit que je suis bien passé là, etc. Mais en fait, surtout, hôtel, le SDK, je n'ai pas utilisé, parce que je n'ai pas fait vraiment de call, vu que je l'ai moqué. Donc par contre, j'ai testé mon mock à 50%, c'est bien. L'autre mock des utilisateurs à 50%, c'est bien aussi. Et ma DB, c'est pareil, c'est un mock. Donc en gros, j'ai testé vraiment mon code métier. Ce qui est bien, hein. Je critique pas, c'est vraiment ce qu'on voulait faire. Moi, ce que je me dis, c'est que dans un monde microservice, la connexion à la base de données, c'est important. Quand on est dans du cube, par exemple, quand on fait de la connectivité, le fait de pouvoir de monter correctement, d'avoir la bonne conf et que la conf se charge correctement, c'est important. Le fait qu'on appelle que le SDK qu'on a créé, le SDK HTTP, qui nous permet d'appeler un autre service, fonctionne bien, c'est important. Le fait que l'ORM qu'on utilise fasse la bonne requête côté DB, parce que là, j'ai aucune requête de base de données qui a été faite, en fait. Je l'ai pas testé. Donc si j'utilisais, voilà, vu que Go il n'est pas aussi mature que Java, moi j'ai pas foncièrement confiance dans les, j'ai pas de magie. Donc si j'ai fait ma requête SQL moi-même, il faut que je la teste. Voilà. Du coup, c'est bien, mais ça couvre pas autant que ce que j'espérais. Maintenant, si on se dit, voilà, je vais vous présenter un petit test Venom pour la création. Hop, réservation OK. Il faut que j'arrive à lancer que celui-là. Voilà, réservation OK. Donc, comment ça se lit? Est-ce que vous voyez bien ou est-ce que je zoome? Je peux zoomer un peu plus. Eh bien, je zoome. Est-ce que c'est mieux? Oui? On va partir là-dessus. De toute façon, j'ai tout expliqué. Donc, en gros, comment se présente un test Venom? Un test Venom, c'est un fichier YAML. Donc, chaque fichier YAML représente une suite de tests. Et une suite de tests, c'est un recoupement de 4 tests qui vont s'enchaîner. Voilà. Il y a moyen de lancer les 4 tests en parallèle, mais c'est une option. Par défaut, ils vont vraiment s'enchaîner les uns après les autres. Et c'est important parce qu'en fait, c'est vraiment quelque chose qu'on exploite, nous, quand on fait des tests avec Venom. Parce qu'en fait, on ordonne nos test cases. Donc, on peut regarder un premier test case. Donc, le premier test case, qu'est-ce qu'il fait? Fixture, c'est un type d'exécuteur. Donc, fixture en Postgre,
qui se connecte à une variable que j'ai définie avant, avec le schéma de migration ici et les fixtures que j'ai envie de charger en base de données. Et je m'assure que je ne dois pas avoir d'erreur à cette étape-là. Donc ça veut dire que là, je lance l'initialisation de ma base de données et je m'assure que je n'ai pas d'erreur. Ensuite, je lance mes mocks. Voilà, donc mes mocks, c'est, comme j'ai dit, c'est un serveur de mock HTTP. Donc en fait, je poste mes mocks avec une session dédiée, comme ça je peux la retrouver dans l'historique dans Smoker, on verra ça après. Et voilà, je lance cette liste de mocks là qui se trouve ici. Hop, créer de réservation, voilà, qui contient 2 mocks. Et le but c'est qu'ils soient lisibles. Donc en gros, le premier mock c'est quand on appelle /user/user1, bah, je réponds cet objet là. Et l'hôtel, quand on appelle l'hôtel 1, hôtel/hôtel 1, et ben du coup, ça me renvoie ce morceau-là. Donc tout basique. Voilà, et du coup, on retourne sur le test. Cette réservation, OK. Hop. Ensuite, on fait notre petite réservation. Donc le but, c'est de créer une réservation. Donc je poste une réservation, hôtel 1. Je demande 2 chambres. Hop, on s'assure que le test, il a bien répondu 200 et que l'ID qu'on m'a renvoyé, il n'est pas vide. Pourquoi? Parce que j'ai créé une réservation, donc l'ID en sortie, il doit être rempli. Voilà, j'ai extrait cet ID dans une variable que je peux utiliser après pour faire des assertions. Donc voilà, ça c'est des choses de base qu'on peut faire en Venom, c'est-à-dire qu'on fait des calls, on récupère le résultat, on fait des assertions sur le résultat, on peut extraire des choses du résultat pour s'en servir plus tard. Et là, typiquement, je m'en sers pour aller regarder directement en DB, donc là, au prochain exécuteur, je fais une exécution SQL qui va envoyer une commande en DB sur la liste des réservations pour m'assurer que, en fait, j'avais 4 réservations avant, je m'assure que la dernière, là que maintenant j'en ai bien 5, et que la dernière, c'est bien ma réservation. Voilà, et après je fais une vérification des mocks pour vérifier que tous les mocks, ils sont bons. Et du coup, on va lancer ça avec mes petites commandes magiques, là. Start intégration. Hop. Alors la suite, c'est loupé. Pourquoi il n'a pas marché? Ouais, je teste des trucs aussi, moi. Ça sent... Ouais. Non, mais... Je me suis dit, tiens, si je faisais autre chose. Mais non. Très mauvaise idée. Très mauvaise idée. Si je fais test intégration, ça marchera mieux, je pense. Ou pas? Hop. Est-ce que je vais pas oublier de juste démarrer mes dépendances aussi? Ça. Parce que je lui dis, oui, on utilise Docker, etc. Mais si c'est pas up, voilà, déjà ça marchera mieux. Ma Postgre n'était pas up, bah oui. Voilà. Bon, je vais le faire en mode vénère. Voilà. Ah, du vert. Merci l'effet démo. Non, ce que je voulais... Alors, je vais quand même faire le têtu et essayer d'en lancer qu'un. Est-ce qu'il m'en a laissé qu'un? Non. Ok. Non, bon, il m'a tout lancé. Alors, suite, manual, Encore une fois, probablement que je fais... Non, ils sont en dur. Ouais, donc, je peux pas les overrider. C'est pour ça. Et je vais quand même le faire. Parce que je suis... On a dit que j'étais têtu ou pas? Voilà. Non, parce qu'en fait, le but que j'ai en... Parce que là, c'est tricher. En fait, si je vous montre le coverage, alors que j'ai fait beaucoup plus de tests que mon TU,
bah, c'est mentir. C'est mentir. Et moi, j'aime pas mentir. Donc, hop, on va faire... Voilà, là, j'en ai qu'un. Donc là, on a à peu près l'équivalent de ce que j'ai fait tout à l'heure. Donc là, je clôt... Hop, je termine. On voit que... Non, je vais recommencer. Hein, parce que sinon, c'est encore tricher et j'ai pas envie de tricher. Voilà, donc là, hop. Et là, on voit que, déjà, je suis à 50% 3. Donc là, on va faire make cover. Et de toute façon, j'ai le temps. Non, mais si. Voilà, make cover. Et le but, c'est que je vais faire make open. On va y arriver. Voilà. Ça, c'est vraiment mon point. C'est que je ne veux pas mentir. Donc là, en fait, ce que j'ai fait, c'est des petites bidouilles, mais en fait, j'avais créé plus de tests Venom que j'avais créé de tests de TU. Donc c'est... Oh, il y a plus de couverture. Bah oui, normal. Donc là, j'ai exécuté qu'un seul test. Et en fait, on va voir déjà qu'est-ce qu'on couvre par rapport à ce qu'on avait fait avant. Et ben, déjà, je couvre mon main. Donc ça veut dire que mon programme, il a été lancé. Donc il s'exécute déjà. Voilà, c'est pas un TU. C'est un vrai test. Mon programme a été testé. Voilà, mes SDK, ils ont été testés. C'est-à-dire que ça, c'est mon SDK qui derrière fait mon call HTTP. Voilà, c'est un truc tout basique là. C'est URL hôtel. Donc il a été testé. Donc derrière, il y a eu un vrai call HTTP qui a été fait. Voilà. Si on regarde ma database, c'est pareil. Ma database, le client a été créé et les requêtes ont été faites. Donc je suis passé par... Donc j'utilise, pour ceux qui font du Go, j'utilise Bain. Donc c'est un ORM. Voilà. Et ceux qui utilisent des ORM en Go, ils savent que des fois c'est un peu hasardeux ce qui sort de ça. Voilà. Et du coup là, moi je sais que ma requête SQL, à défaut de savoir si elle était correcte, au moins elle a été exécutée. Voilà. Et derrière, est-ce que mon code service, c'est pareil. En gros, il a été couvert. Et du coup, en faisant un seul test depuis l'extérieur, j'ai couvert le démarrage de mon application, les requêtes bases de données. Je ne l'ai pas montré, mais il y a aussi les contrôleurs, du coup. Le handler. Mon handler d'API, là, il a été testé. Donc tout s'est bien passé. Je n'ai pas fait les cas d'erreur, mais voilà. On peut aussi faire les cas d'erreur, vérifier qu'on répond bien des 500 ou des 400 en fonction de s'il se passe quelque chose de pas bien. Voilà. Et du coup, en fait, le but, c'est vraiment ça, c'est de dire, là, en faisant, je sais pas, il y a quoi, il y a une vingtaine de lignes de YAML, je suis capable de tester mon application de manière isolée d'autres microservices. Et si on veut aller plus loin, donc là, je ne l'ai pas fait pour la démo, mais si on veut plus loin, je pourrais avoir un vrai service hôtel qui est up à côté avec sa propre DB et les brancher ensemble et dire, en fait, j'ai un mock qui, quand j'appelle /hotel/hotel1, ça appelle le vrai microservice d'hôtel. Pour tester un peu plus loin, comme ça, quelque chose. Ça me fait penser que je ne vous ai pas montré Smoker, donc on va y aller. J'ai encore un peu de temps. J'ai 2 minutes. Non, j'ai plus que ça. Ah non, j'ai 20 minutes. Oh, on est là. Ok, donc là, je relance mon serveur, start intégration. Et le but, là, c'est qu'on va faire un petit test en live. Parce que un des reproches qu'on m'a déjà fait, c'est que c'est bien, je montre des trucs, mais je n'ai pas la vraie expérience. Donc là, on va faire la vraie expérience. Donc j'ai un petit test manuel, ici. Il est tout mignon. Tac, et il a aucun mock. Donc c'est exactement le même que le hockey que je viens de vous montrer. Hein. Donc on fait le même, tac tac, et derrière on fait les mêmes vérifications, sauf que là il n'y a pas de mock. Donc en fait ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut se dire, tout ça là, non ça sert à rien, on teste qu'un seul truc. Mais voilà, on pourrait dire on dégage et on le fait au petit à petit, mais on va le faire, on va au moins faire les mocks comme ça. Donc manuel, intégration. Tac. Oh, ça marche pas. C'est normal. Pour une fois. Voilà, il me dit impossible de retrouver l'utilisateur user1 no phone matching the request. Alors ça, quand on fait un peu de smoker, ça nous parle. Et en plus, il y a le petit code 666 qui va bien. Hop, je vais vous montrer ça.
tac. Spoiler, c'est normal, hein, parce que quand on regarde le mock des manuels, bah, il est vide. Donc voilà Smoker, donc ça se présente comme ça. C'est peut-être un peu petit, je vais peut-être zoomer. J'ai peur parce que je suis pas sûr que ça soit responsive. C'est bon. La confiance. Tac. Est-ce que mon micro... Non, c'est bon. Ok, donc qu'est-ce qu'on peut constater? Donc déjà, on vérifie, il n'y a effectivement pas de mock. Normal. Et on a eu un call dans l'historique, donc on a une première session qui s'est créée, que je ne l'ai pas nommée. Et du coup, il y a une première session qui s'est créée, et elle a reçu un call, /user, user1, et il n'y avait pas de mock défini, donc il m'a répondu no mock fin. Et sa petite erreur 66. Donc, hop, qu'est-ce qu'on peut en faire de ça? Eh ben, on a un petit bouton qui nous permet de générer un petit template. Hop, et on va le rajouter. Alors, pour le coup, je vais cheater parce que j'ai pas de... Hop, donc je récupère ça au moins. Hop, le host, on s'en fiche. Tac. Donc là, je viens de récupérer... Voilà, donc là, je viens de créer un premier mock qui me dit, bah, quand tu m'appelles user1, tu réponds user1. Hop, on relance le test. Hop, oh, ça remarche pas. Et là, c'est pas le même. Enable to retrieve hotel, hotel 1. No mock phone machine request. Je pense que vous commencez à comprendre un peu le truc. Donc là, on voit que on a bien une session. Le premier a bien répondu en 200 et le deuxième, hop, il tombe. Donc en fait, on fait exactement la même au niveau des hôtels ici. Voilà. Tac. Et du coup, normalement, c'est green. Voilà, c'est green. Voilà, donc ça c'est pour la base. Après, je vais vous présenter peut-être un Venom un peu plus en amont. Tac, je crois que j'avais fait un Open Venom. Et bim, j'ai tout prévu. Voilà, donc ça c'est la liste des Venom. C'est la liste des exécuteurs que vous pouvez avoir. Donc comme je l'ai dit, on a vu DB Fixture, on a vu HTTP. Voilà, derrière il y a AMQP, pour faire de l'exécution, gRPC, Kafka, IMAP, MQTT, ODBC, voilà, OVH API. Il faut bien un petit peu. RabbitMQ, on peut lire des fichiers, faire du Redis, etc. Donc ça veut dire que en fait, vous avez toute une boîte à outils. Donc ce que je dis en fait à Venom, c'est que c'est pas hyper connu, mais ça n'a pas de concurrence sur le marché. Il n'y a aucun autre outil. Il y en a qui connaissent peut-être Newman, il y en a qui connaissent d'autres runners. Il n'y a pas d'outil qui fait autant de trucs sur un seul binaire. C'est du Go, du coup c'est un binaire. Donc vous voulez l'utiliser, vous téléchargez le binaire et vous l'avez. Vous faites c'est un chmod de U+X et puis voilà. Et du coup, en un seul binaire, avec un fichier YAML, vous êtes capable de faire quasiment... voilà, vous êtes capable de faire tout ça. Et pour en avoir implémenté au moins un, si ce n'est deux là-dedans, ça se fait très très bien. Donc même si vous avez un truc obscur qui vient de je sais pas où, peut-être que vous pouvez à minima au moins faire la PR, ou si vous voulez forquer et rajouter votre exécuteur dedans, il n'y a pas de problème. Voilà. Et le seul défaut, c'est qu'il n'y a pas de... La doc est dans le README. Donc voilà. Mais il y a toutes les informations dont vous avez besoin dedans. Et Smoker, là, vu que c'est sur le perso, je me suis un petit peu embêté. Donc on a une doc officielle. Donc avec tout ce que je vous ai expliqué là, est décrit en fait dans le qu'est-ce que c'est que Smoker et le real life usage. Donc c'est vraiment le but avec des jolis schémas, etc. pour vous montrer comment ça se passe, avec des exemples. Donc il y a toute la doc officielle sur smoker.dev. Voilà, et on arrive à peu près à la fin. Donc je reviens sur ma presse. Hop.
loupé. C'est pas grave. Voilà, donc tous les liens, ils sont dans la présentation. La présentation, elle se trouve tout en bas, là. Donc, elle est sur GitHub, vous y avez accès, vous prenez ce que vous voulez, vous pouvez faire mumuse avec, il n'y a pas de problème. Et sinon, merci d'être venu. Ça, c'est le QR code de l'Open Feedback. Voilà. N'hésitez pas à laisser un commentaire. Parfait, niveau timing, même 5 minutes en avance. Est-ce qu'il y a des questions du coup? C'est là que ça peut dériver. Hein. Je préviens. Bonjour, merci pour la présentation. Question à peine plus poussée. Comment vous gérez l'asynchronisme? Si vous avez des traitements longs que vous dédiez dans des systèmes qui vont les exécuter dans le futur ou dans des queues à la suite, comment tu veux vous dire traitez... Après, ça dépend. Tu as un orchestrateur, tu n'as pas d'orchestrateur, tu veux tester. C'est quoi Genre, si tu as du parallélisme, Smoker, il est thread safe, donc tu peux l'appeler en parallèle plusieurs fois. Si tu lui mets pas de contraintes J'ai un système qui prend des requêtes HTTP, qui les transforme en messages Rabbit après avoir fait des traitements et qui donne ça à des workers. Je veux tester le résultat des workers. Et du coup, dans Smoker, tu as moyen d'attendre. Donc, si tu dis, j'ai une fenêtre de temps, je la connais, tu peux attendre. Sinon, nous, ce qu'on fait, typiquement, la DB, ça marche parce que je suis assez rapide, mais sinon, tu as un système de retry back-off en disant, en fait, je retry une fois. Et si ça marche pas, j'attends tant de temps et je réessaye une autre fois, etc. Et en fait, quand on fait des traitements asynchrones, notamment des remplissages de cache, par exemple, sur des gros volumes, c'est ce qu'on fait. En fait, on fait les calls et après on se dit soit on attend une certaine durée et puis après on retry, ou alors on retry et on retry X fois en attendant 30 secondes entre les deux. Le but, moi j'aime bien cette partie-là parce que du coup c'est une grosse machine qui répond très vite, qui fait les traitements très rapidement. Et tu le verras pas. Et par contre, si ça commence à prendre du temps, vu que tu as tes retry, en fait, tu vas perdre que 20 secondes. Si tu dis, je fais un exec sleep de 60 secondes, tu as perdu 60 secondes sur ta CI. Donc ça peut être relativement chiant et long, alors que là, tu retry et du coup, tu dis, je fais 10 retry de 2 secondes. Et voilà. Tu attends 20 secondes. Voilà. Il y a une autre question. À l'autre bout, forcément. Déjà, merci beaucoup pour la présentation. J'avais une petite question au niveau de... C'est bien beau, donc ce que j'ai compris, c'est que vous vous occupez de la partie domaine, donc réservation de domaine et tout. Comment vous assurez de la collaboration en test plutôt end-to-end, où on va s'intégrer avec d'autres microservices dont on n'a pas l'ownership, donc on ne connaît pas forcément, on n'est pas maître de la structure de données. Comment vous organisez pour partager des schémas ou ce genre de choses en utilisant les outils que tu as présentés? Et justement, nous, en fait, il y a un Open API, déjà. Donc, il y a des choses. Et en fait, ce qu'on fait, nous, c'est qu'on teste notre périmètre. Parce qu'en fait, on se met derrière l'API. Et en fait, on marche beaucoup. Vu qu'on fait de l'HTTP et qu'on a une gateway HTTP, en fait, on a beaucoup de contrats. Les contrats d'interface, c'est des requêtes d'API. Et du coup, en fait, on se base sur ces trucs-là. Et en fait, tout l'extérieur, on le moque via ces interfaces d'API-là. Et en fait, notre quotidien, c'est très rarement, quand on fait un post, d'envoyer des posts partout. Généralement, c'est quand on veut faire un post, on va faire 15 get, puis on va faire notre post DB, ou alors on va faire un post sur un autre microservice. Et du coup, en fait, on récupère les mocks de prod. En fait, on récupère le call get de la prod, soit via les logs, soit en appelant le service directement. Et en fait, on a notre mock. On le modifie, on l'anonymise, on ne le garde pas comme ça, mais en fait, on a notre mock. Vu que tout communique par HTTP, en fait, on récupère les calls par-ci par-là à droite, soit on les a logués, soit on les fait concrètement. Et du coup, on a notre data, et notre data, on les met dans nos mocks. Et typiquement, il y a des trucs qui ont des gros payloads, et effectivement, là, on a des gros payloads, ce qui n'est pas hyper facile à lire, donc c'est pas terrible. Mais par contre, c'est des API, et c'est des API qui ont comme contrainte de ne pas casser. Donc globalement, on est assez serein sur ces trucs-là. Mais oui, on ne s'intègre pas avec les autres. Là, on a un environnement pour ça. Donc le but, c'est qu'on déploie sur l'environnement. Donc on teste notre périmètre à nous
en isolé sur une machine éphémère où on monte toute l'infra, on fait nos tests et on tue tout. Et sinon, pour tester l'intégration, bah là, on déploie sur un environnement dédié où on se connecte vraiment avec les autres. Merci beaucoup. Qu'est-ce que tu verrais comme avantage de Venom par rapport potentiellement à Test Containers? Test container, ça te permet de déployer des containers. Donc, Mais ça me permet, dans le cadre d'un test, de démarrer des containers un peu comme ce que fait... Alors Venom, il le fait de manière... Venom, il démarre pas. C'est Docker Compose qui démarre. Donc en fait, tu peux même utiliser les deux ensemble. Enfin, en fait, tu peux utiliser ce que tu veux. C'est juste... Venom, lui, ce qui est bien, c'est qu'il est agnostique du langage. Et ça, c'est important parce qu'à OVH, moi, je fais du Go, mais il y en a, ils font du Python. Il y en a, ils font du Rust. Il y en a, ils font des... donc on a des équipes qui sont... En fait, on n'a pas de contraintes sur quel langage on veut utiliser. Et du coup, ça permet d'avoir des tests qui sont agnostiques. Donc ça veut dire que, typiquement, à un moment, ton test métier, là, qui faisait quelque chose, ton API, tu as envie de la sortir dans un autre microservice qui n'est pas dans le même langage, tes tests, tu peux quand même les réutiliser. C'est ça l'avantage. Après, pour gérer tes dépendances, Venom, il ne gère pas tes dépendances. Venom, éventuellement, tu pourrais faire des Docker Compose et gérer ça dans Venom. Nous, ce n'est pas le choix qu'on a fait. Nous, on a un Docker Compose qui va s'occuper d'init tous les conteneurs qui vont bien, donc le Smoker et éventuellement les bases de données ou les autres services que tu as envie de brancher. Et ensuite, le test Venom, il va exécuter. Ok. Et dans une CI, du coup, tu démarrais ton Docker, tu attends qu'il démarre, et après, tu avances... Exactement. Ok. Merci. Une petite question, c'est justement par rapport à la CI/CD. Venom, si j'ai bien compris, c'est un service indépendant. C'est un binaire. Ok. Dans ce binaire, il fait donc le mock, du fuzzing, plus une interface web. Non, ça c'est Smoker. Oui, Smoker, c'est un service indépendant. Là, il y a deux outils. Il y a Venom. Venom, c'est le lanceur de test, et Smoker, c'est le serveur de mock. C'est lui qui, quand tu l'appelles en HTTP, il va te répondre s'il y a un mock qui match la requête que tu as faite. Voilà. Et dans la CI, Smoker est déployé avec nos Postgre, avec nos... voilà. Moi, je le vois un peu comme une base de données, mais genre orientée HTTP, quoi. C'est comme si on avait une base de données requêtable en HTTP. C'est pareil, en fait. C'est vraiment... Il faut le voir comme ça. C'est comme si tu montais un Postgre pour tes tests. Et en fait, tu vas faire des calls à ton Postgre. Là, c'est pareil. Smoker, tu le montes pour tes tests et tu vas faire des calls à Smoker. Donc, tu vas potentiellement mettre des données dedans, le resetter, faire des vérifications, etc. via l'API HTTP. Mais je vois ça un peu comme une DB, moi, concrètement. D'accord. Et donc, par exemple, en retour d'expérience, tu lancerais le binaire comme ça en mode avec un Makefile, par exemple, ou tu lancerais l'outil dans un conteneur Docker lui-même? Nous, on lance directement. En fait, je peux dire, j'ai aucun problème à dire ce qu'on fait concrètement pour lancer ça sur une CI. En fait, on monte une machine, une VM OpenStack, avec Docker dessus, et Docker Compose. Et du coup, on va utiliser Docker Compose pour setup l'envir. Donc, Smoker est inclus dedans. Mais par contre, le binaire, lui, je n'ai pas montré, mais en Go, il y a une petite magie. Le fait que j'ai le coverage, c'est une petite magie. Alors, c'est intégré dans les dernières versions de Go, mais je n'ai pas testé. Donc, je garde toujours ma petite magie. C'est qu'en fait, on a fait un main de test. Et en fait, Go, il te permet de faire des binaires de tests pour pouvoir rejouer tes tests plus tard, éventuellement. Nous, du coup, on se sert de ce main de test pour construire un binaire qui est capable de me provisionner le coverage des calls d'exécution qui lui sont faits. Voilà. Et c'est pour ça que j'ai redémarré mon serveur tout à l'heure, parce que sinon j'aurais dit c'est triché, parce qu'en fait j'ai fait plein de calls dessus. Et il était à 76% de couverture, parce qu'en fait à chaque call que je fais, j'ai fait le call, donc je suis rentré dedans. Voilà. Et du coup ça c'est triché. Mais du coup ce qu'on fait, c'est qu'on construit ce binaire-là de test, et on l'upload en tant qu'artefact, et on le download sur cette VM-là. Et c'est ce binaire de test-là qu'on teste. Et une fois que les tests sont faits, on le ferme, il nous sort le coverage, et le coverage, on le récupère pour le mettre dans Sonar.
donc le coverage, en fait, il est, c'est un peu grâce à cette fonctionnalité de Go, en fait. Mais si ce serait un autre langage, je pourrais pas. Tu peux en Python, on peut le faire. Dans d'autres langages, tu peux. En Java, tu pourrais te brancher sur le jar qui est lancé, enfin, sur ton Spring Boot pour sortir en fait le coverage de code. T'as moyen. Effectivement, c'est un petit trick là. Ça, c'est facilité en Go, mais non, dans d'autres langages, c'est possible. Après, c'est jamais vraiment. C'est vrai que c'est pas forcément documenté, mais c'est possible d'avoir les traces d'exécution, en tout cas la couverture dans d'autres langages. Du coup, tu viens de dire que tu avais un petit binaire qui était différent, binaire de test. Oui. Du coup, tu testes pas ce que tu mets en prod. Si, parce que j'ai d'autres tests. Mais effectivement. Non, mais Go après, Go a le mérite d'être consistant sur ses builds. Donc, je suis plutôt serein. C'était du troll. Voilà. À un moment, je pourrais me rattacher dessus, je le ferai. Enfin, j'aurais pas besoin de ça, ce qui est le cas dans la dernière version de Go, donc je pense qu'il faudrait que j'étudie le cas. En fait, tu n'as pas besoin de ce hack-là dans la dernière version de Go, a priori. Une dernière question. Une fois, 2 fois, 3 fois. Adjugé. Merci beaucoup.